Messieurs Mohamed Bey, Émile Broukch, Ahmed Effendi Kamal et Tadeusz Matafian furent conduits par Mohamed Abderrassoul à l'entrée du caveau funéraire. L'ingénieur égyptien qui l'a disposé jadis avait pris ses précautions de la manière la plus habile. Jamais cachette ne fut mieux dissimulée. La chaîne de collines qui sépare en cet endroit le Bab el-Molouk de la plaine thébaine forme, entre l'Assasif et la vallée des Reines, une série de cirques naturels, séparés l'un de l'autre par des contreforts dont l'épaisseur varie entre 80 et 200 mètres. Celui d'entre eux qui s'ouvre au sud du vallon de Deir el-Bahri présente un aspect particulier. La paroi du fond est divisée en 3 gradins superposés de hauteur inégale et dont le plus bas sert d'appui à de longs talus d'éboulis couverts de sable jaune. Elle est d'un calcaire limoneux, noirâtre, coupé et recoupé par de minces lamelles d'un calcaire blanc, analogue à la belle pierre de Toura. Je ne saurais mieux comparer l'aspect qu'elle présente qu'à celui de la pâte feuilletée. La pierre desséchée et cuite au soleil de plusieurs milliers d'années a perdu toute consistance. Elle s'émiette au moindre attouchement. En moins de 20 minutes, j'en ai détruit près d'un demi-mètre cube à la main, sans couteau ni instrument d'aucune sorte. C'était un défaut grave, aussi les ingénieurs négligèrent-ils d'abord cette partie de la nécropole. Quelques sondages, pratiqués sur l'étroite corniche qui sépare l'étage inférieur de l'étage moyen, leur montrèrent qu'il n'y avait aucune sécurité à percer des puits et des galeries dans une matière aussi friable. Ils n'entreprirent sérieusement d'y travailler que vers la fin de la 20e dynastie, quand la place commença à manquer partout ailleurs. La tombe où les momies royales ont si longtemps reposé fut creusée au nord-ouest du cirque, vers l'endroit où le contrefort se détache qui le sépare du vallon de Deir el-Bahri. Le puits, à 12 mètres environ de profondeur sur 2 mètres de largeur. Au fond, dans la paroi ouest, on pratiqua l'entrée d'un couloir qui mesure 1,40 m de large sur 80 cm de haut dans son état actuel. La baie était formée jadis par des battants en bois qui ont disparu. Après chaque cérémonie, on les assurait au moyen de grosses pastilles d'argile sur lesquelles les gardiens de la nécropole apposaient leurs cachets d'office. Après un trajet de 7,50 m, le couloir tourne brusquement vers le nord et court pendant près de 60 mètres, sans conserver partout les mêmes dimensions. En certains endroits, il atteint 2 mètres de large, en d'autres, il n'a plus qu'1,30 m. Vers le milieu, 5 marches grossièrement taillées accusent un changement de niveau sensible et sur le côté droit, une sorte de niche inachevée profonde de 3 mètres montre qu'on a songé à changer une fois de plus la direction de la galerie. Celle-ci débouche enfin dans une sorte de chambre oblongue irrégulière d'environ 8 mètres. Tout était rempli de sarcophages en bois, de momies, d'objets funèbres. Un cercueil blanc et jaune, au nom de Nipsi, barrait le couloir à 60 cm au plus de l'entrée. Un peu plus loin, un coffre massif, celui de Soknunriti Waken, dont la forme rappelait le style de la XVIIe dynastie, puis la reine Tuator Wontowi, puis Séti Ier. À côté, sur une litière de fleurs séchées, des boîtes à statuettes funéraires, des canopes, des vases à libations en bronze, et tout au fond, dans l'angle que forme le couloir en se redressant vers le nord, le dé en cuir historié de la reine Isim Kobiou, plié et chiffonné comme un objet sans valeur qu'un prêtre pressé de sortir aurait jeté négligemment dans un coin. Le long du grand corridor, même encombrement et même désordre, il fallait s'avancer en rampant, sans savoir où l'on posait les mains et les genoux. Les cercueils, entrevus rapidement à la lueur d'une bougie, portaient des noms historiques. Amenhotpu Ier, Thoutmose II dans la niche près de l'escalier, Ahmose Ier et son fils Siamon, la reine Ahotpu, Ahmas Nofritari, le Pinotmu que nous avions tant cherché, et d'autres. Dans la chambre du fond, le pêle-mêle était au comble, mais on reconnaissait à première vue la prédominance du style propre à la 20e et à la 21e dynastie. Le succès dépassait toute espérance. Où je m'étais attendu à rencontrer 2 ou 3 roitelets obscurs, les fellahs avaient déterré des familles entières de pharaons. Et quels pharaons, les plus illustres peut-être, qui régnaient sur l'Égypte, ceux qui la délivrèrent des pasteurs, Soknunri Ahmose Ier, les conquérants de la Syrie et de l'Éthiopie, Thoutmose III, Séti Ier, Ramsès II, enfin le Sésostris des Grecs, le seul de tous dont la postérité ait gardé le souvenir. Les frères Abderrassoul avaient si bien gardé leur secret
que les habitants de Luxor et de Gourna furent aussi surpris que les Européens par le nombre et l'importance des momies. Déjà, leur imagination s'échauffait. Ils parlaient de caisses remplies d'or, de colliers en diamants et en rubis, de talismans. Il fallait agir vite si l'on ne voulait pas s'exposer à des tentatives de vol, ou peut-être même à des attaques à main armée. 200 Arabes furent vite rassemblés par les soins du Vekil de la Moudirieh et se mirent à l'œuvre. Le bateau du musée, mandé en hâte, n'était pas encore là, mais on avait sous la main le reïs Mohamed Abdessalam, sur lequel on pouvait compter. Il s'installa dans le puits même et se chargea d'en extraire le contenu. Messieurs Émile Broukch et Ahmed Effendi Kamal recevaient les objets au fur et à mesure qu'ils sortaient de terre, les faisaient descendre au pied de la colline et ranger côte à côte, sans ralentir un instant la surveillance. 48 heures d'un travail énergique suffirent à tout exhumer, mais la tâche n'était qu'à moitié terminée. Il fallait mener le convoi à travers la plaine de Thèbes et au-delà de la rivière jusqu'à Luxor. La plupart des cercueils, soulevés à grand-peine par 12 ou 16 hommes, exigèrent 7 ou 8 heures de transport entre la montagne et la berge. On se figurera aisément ce que dut être ce voyage par la poussière et la chaleur de juillet. La quantité des menus objets était si considérable que plusieurs des gens auxquels on les avait confiés tentèrent d'en détourner une partie, espérant qu'on ne s'apercevrait de rien. Mais le Wekil de la Moudirieh avait l'œil ouvert sur eux. Quelques mesures énergiques amenèrent une prompte restitution, et tout ce qui avait été volé reparut, à l'exception d'un panier qui renfermait une 50aine de figurines d'émail bleu. Enfin, le 11 au soir, momies, cercueils, mobilier étaient à Luxor, dûment enveloppés de nappes et de toiles. 3 jours après, le Menchieh arrivait. Le temps de charger, il repartait pour Boulak à toute vapeur, avec son fret de roi. Le puits, fermé légèrement, fut dégagé une seconde fois vers le mois de janvier 1882. M. Emil Broukch Bey, un photographe américain, M. Edward L. Wilson, et son aide, Mohamed Abderrassoul et moi, nous y descendîmes pour faire une dernière exploration. Nous ramassâmes encore dans le couloir des guirlandes de fleurs, des fruits de palmier doum, des lambeaux d'étoffe et quelques morceaux de figurines brisées.